Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo suite à une demande récente d'un client qui cherchait un gémologue pour expertiser des pierres qu'il avait achetées lors d'un voyage au Népal. Il m'a donc trouvé sur Google, j'ai réceptionné ces pierres et je décide aujourd'hui de partager leur analyse avec vous dans un but préventif. Alors évidemment, quand on se retrouve dans un pays producteur de pierres, on est tenté à investir et à faire confiance et peut-être à croire qu'on va faire l'affaire du siècle. Mais en fait, ce sont des démarches qui demandent vraiment une connaissance. C'est un métier à part entière et le risque d'investir sans avoir ces connaissances est de se retrouver avec ou des pierres de mauvaise qualité, ou des pierres beaucoup trop chères, ou bien des pierres d'imitation ou de synthèse, et non pas la pierre naturelle qu'on comptait acheter. Donc, à travers cette initiation, vous allez comprendre la difficulté que représente la distinction entre une pierre naturelle et une pierre d'imitation ou une pierre synthétique. Il faut savoir que même en tant que gémologue, quand on se retrouve sur le marché des pierres, malgré nos connaissances et les appareils que nous utilisons, des pierres synthétiques passent entre nos mains. Donc il faut vraiment avoir un minimum de connaissances pour ne pas se faire avoir. Donc je vous retrouve après cette petite initiation pour vous donner des petites recommandations sur l'achat d'un rubis à l'autre bout du monde. A tout de suite et merci de me suivre. Sur cette première photo, vous pouvez voir les pierres que j'ai réceptionnées ainsi que la bague pour expertise. Donc je vais vous dire ce que mon client est censé avoir acheté. Donc en bas à droite, c'est censé être des brutes de tourmaline bicolores que l'on appelle melon d'eau. Au-dessus, des saphirs jaunes taillés. Ensuite, un rubis taillé briolette, c'est-à-dire qu'il a des facettes sur tout le dessus. Ensuite, sur la bague, c'est également censé être un rubis taille poire. Pour finir, la pierre bleue est censée être une aigue marine et la pierre verte, un grenade savorite. Donc, excepté la pierre bleue et verte en haut à droite, qu'il a acheté en France, les autres viennent du Népal. Sur cette seconde photo, je vous présente les brutes achetées par mon client. Alors on entend par pierre brute les pierres dans leur état naturel qui n'ont pas encore été taillées par l'homme. Donc ces brutes sont bien des tourmalines qu'on appelle melon d'eau car elles sont bicolores. Mais par contre, ce sont des brutes de mauvaise qualité. Tout d'abord, ils sont trop petits. Donc une fois taillés, ça va donner des pierres minuscules. Ensuite, ils sont trop opaques, ce qui est dû à beaucoup d'inclusion à l'intérieur, qui les rendent peu translucides. Et puis pour finir, leur couleur n'est pas belle. Donc par comparaison, vous pouvez voir une pierre, une tourmaline brute de qualité gemme, c'est-à-dire que cette pierre, une fois taillée, sera de belle qualité pour être montée sur un bijou. Et vous pouvez voir la transparence à travers ce brut que l'on retrouve une fois la pierre taillée. Je vais juste faire une petite aparté. Je vous ai parlé des inclusions responsables de l'opacité du brut. Ce qu'on appelle par inclusion, ce sont les matières solides, liquides et gazeuses que la pierre englobe durant sa croissance. Sur cette troisième photo, je vous présente en bas les deux pierres jaunes que mon client a achetées comme étant censées être des saphirs jaunes. Ce sont bien des saphirs jaunes qui cette fois-ci sont taillés, mais vous pouvez voir qu'il n'y a aucune transparence dans ces pierres. Elles ne sont pas du tout translucides. Une des deux l'est un peu plus sous éclairage électrique, mais on voit quand même la présence de nombreuses inclusions à l'intérieur. Et finalement, vous pouvez voir ici ce que donne un brut opaque une fois taillé. Voilà, donc ça donne des pierres de très mauvaise qualité. Par comparaison, je vous ai mis en haut la photo d'un saphir jaune de qualité gemme avec une belle couleur et une belle translucidité. Sur cette quatrième photo, je vous montre les deux pierres achetées par mon client sur une brocante, je crois, et à quelqu'un qui semblait connaisseur.
Donc il a acheté la bleue comme étant une ecmarine et la verte comme étant un grenadzavorite. Après analyse, il s'avère que ces deux pierres sont des pierres d'imitation en verre. Je vous ai mis en haut une ecmarine et un grenadzavorite afin que vous puissiez comparer les pierres naturelles des pierres d'imitation et vous en déduirez par vous-même qu'il est très difficile pour quelqu'un n'étant pas du métier de distinguer les vraies pierres des pierres d'imitation. Cette cinquième photo est, je dirais, la partie la plus intéressante des analyses. Donc mon client a acheté cette bague et cette pierre au Népal comme étant des rubis naturels. Alors il était plus difficile de mettre en évidence les inclusions de la pierre montée sur la bague, mais vous pouvez voir en bas le soi-disant rubis briolette sous un éclairage naturel et sous l'éclairage électrique qui nous permet de rentrer vraiment à l'intérieur de la pierre afin d'y voir ses inclusions. Donc voilà, je précise qu'un rubis synthétique, c'est un rubis qui est fabriqué par l'homme en laboratoire à partir des composants chimiques de la pierre naturelle. Sur cette sixième photo, vous pouvez voir le soi-disant rubis naturel zoomé afin de vraiment mieux distinguer les inclusions qui le composent. Et je vous demande de bien analyser ces inclusions car les photos qui vont suivre vont vous présenter des inclusions de rubis naturels ainsi que des inclusions de rubis synthétiques. Et ça sera à vous après de deviner s'il s'agit là d'une pierre naturelle ou d'une pierre synthétique. Avant de vous parler de cette septième photo, je vais tout d'abord remercier Gem Interest pour m'avoir donné l'accord d'utiliser leurs photos. Et je vous invite à visiter leur site qui est vraiment riche en informations dans le domaine de la gémologie. Alors donc cette photo présente les inclusions d'un rubis naturel. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais durant sa croissance, le rubis subit des tensions, provoquant des fractures et qui vont se remplir d'un liquide qu'on va appeler le givre de guérison. Donc là, nous sommes face à des inclusions solides qui sont couramment présentes dans les rubis et souvent nombreuses. Cette huitième photo présente les inclusions d'un rubis naturel. Comme vous pouvez le voir, elles sont très nombreuses. Alors, on aperçoit des inclusions solides type cristaux qui ont été englobés pendant la croissance de la pierre et également des fissures remplies par des givres de guérison qui ici ont un aspect différent de la photo précédente. Cette neuvième photo nous présente les inclusions d'un rubis synthétique. Comme vous pouvez le voir, ces inclusions ressemblent étrangement aux inclusions du rubis naturel qu'on a vu tout au début, ressemblant à des empreintes digitales. Donc je ne vais pas trop aller dans le détail, mais ces inclusions sont constituées du résidu du fondant utilisé pour fabriquer la pierre en laboratoire. Sur cette dixième photo, je vous présente à nouveau des inclusions de rubis synthétique. On y retrouve les résidus du fondant et ces résidus étant composés de métal, lorsque la lumière se réfléchit dessus, on a un aspect miroitant. Et puis on peut voir aussi toute une série d'inclusions en forme de volutes, typiques des rubis synthétiques. Avant de répondre à la question rubis naturel ou rubis synthétique, je vous laisse une dernière fois analyser les inclusions, car je suis sûre que cette petite initiation vous permettra de répondre à la question. Allez, on y va? Naturel ou synthétique? Eh oui, bravo, c'est un rubis synthétique, je suis sûre que vous avez tous trouvé la réponse. Donc effectivement, quand on regarde la pierre d'en haut, on retrouve bien les inclusions typiques du rubis synthétique, c'est-à-dire le résidu du fondant avec un aspect miroitant quand la lumière se réfléchit dessus, ainsi que tout cet amas d'inclusions en forme de volute à peu près là au centre de la pierre. Voilà, donc l'initiation se termine ici. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve tout de suite pour le petit point recommandation. Merci de m'avoir suivi et de vous être intéressé à cette initiation. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, mon client a été déçu par les résultats d'analyse que je lui ai donnés. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend à plus les refaire, c'est une bonne leçon.
Alors malgré tout, il y aura toujours des personnes prenant le risque d'investir lors d'un voyage dans un pays producteur. Donc je vais vous donner quelques recommandations axées uniquement sur le rubis, qui peuvent vous permettre d'émettre des doutes sans connaissance et sans matériel. Donc il faut savoir que le rubis est une pierre rarement importante en poids. Un rubis au-delà de 3 carats est considéré comme une grosse pierre, commence à être considéré comme une grosse pierre. Un rubis est rarement pur. Comme vous avez pu le voir sur les photos tout à l'heure, il est souvent chargé en inclusion, givre, etc. comme l'émeraude. Donc plus un rubis va être pur, plus il va être rare. Et un rubis est rarement rouge intense. Sa couleur va du rose au rouge intense, appelé rouge sang de pigeon, qui est la plus belle couleur. Mais les rubis qu'on a le plus souvent l'occasion de voir sur le marché sont des rubis avec une touche rosée. Donc plus la pierre va être rouge, plus elle va être rare. Donc si on est face à un rubis qui fait 3 carats, qui est presque pur, voire pur, c'est rare quand même, mais presque pur, voire inexistant pur, mais bon, presque pur, et rouge intense, c'est une pierre qui, même dans un pays producteur, vaut très très cher. Donc si on vous propose une pierre de ce gabarit et de cette qualité à un prix défiant toute concurrence, vous vous sauvez en courant parce que ça ne peut pas être un rubis naturel, ça sera ou une pierre d'imitation ou un rubis synthétique. Mon client a acheté sa bague, je crois, en Népal dans les 300 euros. Si ça avait été un rubis naturel, c'est une pierre, je ne peux pas, je ne sais pas le prix que ça peut valoir exactement, mais pour sûr, c'est une pierre qui vaut sur place, hein, sur les pays producteurs, plus de 10 000 euros la pierre, sans problème. Donc voilà, ça c'est vraiment un signe hein, qui peut vous alerter. Donc après, vous pouvez acheter dans une boutique officielle un bijou certide, un rubis naturel avec certificat, mais vous risquez de l'acheter aussi cher, voire plus cher que ce que ça coûte en France. Hein. J'ai eu le cas avec un client qui a ramené une parure comme ça de Bangkok dans une bijouterie officielle, mais qui l'a payé une fortune et ça valait pas du tout ce prix en France. Donc voilà, il faut vraiment être très vigilant. C'est un métier à part entière, ça demande des connaissances. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, même quand on est gémologue, même quand on est formé, des pierres synthétiques nous passent dans les mains sur les marchés. Voilà, donc j'espère que ces petits conseils vous serviront si jamais, malgré tout, vous voulez vous lancer et prendre ce risque, en espérant que vous ferez une bonne affaire. Je vous dis à bientôt, merci, au revoir.